Bien, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans cette 50e conférence Biotech Finance en partenariat avec France Biotech. Nous en sommes déjà à la 50e. La première avait démarré exactement le 24 mars, une semaine après le début du confinement. Et depuis, nous avons accueilli beaucoup de monde, notamment des financiers, Antoine Papirnik, Raphaël Torgman, Alessio Beverina, Laurent Artaud, ou encore beaucoup d'industriels et de patrons de biotech. J'en cite quelques-uns. Nous avons eu Frédéric Collet pour le LEM France, Bernard Gilly, Alexis Perrol, Karen Ayache, bien d'autres. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Luc Boblet. Alors Luc, nous nous connaissons depuis assez longtemps à travers diverses expériences et notamment celle de Achimune, puisqu'on a beaucoup suivi Achimune à l'époque. Et Luc vient de lancer une nouvelle aventure qui s'appelle Aiglé Therapeutics. Il nous expliquera la source du mot Aiglé peut-être tout à l'heure. Aiglé est une spin-off, une société issue de l'Institut Curie qui cible les cellules T régulatrices pour des applications en oncologie et dans les maladies auto-immunes. Voilà. Alors, nous allons en parler, hein, évidemment. On va approfondir, comme d'habitude, ce sujet. Fait exceptionnel, quand même, dans cette société, il faut le dire. Il y a Takeda Venture qui est arrivé et c'est un des tout premiers, si ce n'est le premier investissement de Takeda Venture en France. Takeda Venture, c'est le bras armé de Takeda, le groupe japonais du même nom. Et Takeda est venu d'une manière particulière, puisque là encore, c'est le savoir-faire de Luc Boblet qui est à l'œuvre, hein, qui a monté une construction financière tout à fait originale. C'est pas original puisque c'est la deuxième fois qu'il le fait, mais ça reste original quand même comme modèle. Voilà, nous allons parler de tout cela. Alors, la façon de faire, c'est, vous la connaissez, hein, c'est d'à peu près 15-20 minutes de questions-réponses live entre Luc et moi. Et puis ensuite, nous passons aux questions-réponses de la salle. S'il y en a, sinon on continue avec Luc à s'interroger l'un l'autre. Ça sera bien jusqu'à la fin. Voilà, Luc, merci encore d'être avec nous ce soir, de nous consacrer un peu de temps. On parle de Aiglé Therapeutics, l'histoire de démarrage, comment cette science, comment vous l'avez déniché. Et voilà, allez-y, je vous laisse la parole. Merci en tout cas et je suis ravi. C'est vrai que ces conférences de 19 heures ont été vraiment un élément très fédérateur pendant cette phase de confinement où on avait besoin de se retrouver. Donc c'est une excellente initiative et aujourd'hui, bon, en plus c'est la 50e, donc je suis d'autant plus honoré en toute humilité de pouvoir apporter ma contribution à cet effort-là. Qu'encore une fois je reconnais et pour partager avec vous ces premiers moments de genèse, de déploiement de nouvelles histoires qui sont toujours des moments très excitants. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me fait lever le matin et qui me fait même bondir. C'est la troisième fois, parce que j'avais créé une première société issue de Pasteur PathoQuest, enchaînée, comme Jacques Bernard vous l'avait dit, avec Achimune dans le domaine de l'immuno-oncologie. J'avais commencé à expérimenter cette phase de co-construction avec un partenaire stratégique, les laboratoires Pierre Fabre à l'époque, pour finalement récidiver. Donc là, je crois qu'on peut parler de virus, c'est un petit peu à la mode, au travers de cette troisième aventure qui s'appelle Aiglé. Aiglé, comme une nymphe de la mythologie, c'est en fait la nymphe de la beauté et de la luminescence qu'on a choisi pour symboliser cette contribution positive qu'on souhaite apporter pour les patients, pour en côtoyer effectivement au travers de Curie, alors pas de manière quotidienne, mais de manière tout à fait récurrente. Il y a un véritable réconfort au travers de cette notion d'espoir et on a choisi cette lumière qu'on souhaite effectivement apporter au travers d'un projet très ambitieux et on a souhaité s'équiper de manière très ambitieuse. Donc à la fois, quand on parle d'ambition, on parle de, comme souvent, au démarrage, le point de tout, c'est une excellente science. Donc la science derrière, c'est une vingtaine d'années d'expérience d'une femme tout à fait remarquable qui s'appelle Eliane Piaggio,
qui est argentine, qui est arrivée en France il y a une quinzaine d'années maintenant, qui a déployé tout son savoir-faire et acquis énormément d'expériences translationnelles dans le domaine des maladies auto-immunes et dans le domaine de l'oncologie, acquise à Curie, où elle dirige une équipe. Et elle était tentée par l'aventure entrepreneuriale. Donc c'est bien de voir effectivement aussi cette essence commencer à germer dans la tête de plus en plus de chercheurs qui se disent que c'est sans doute un continuum, en tout cas très excitant pour eux, de voir prolonger le travaux de leur recherche dans le cadre de start-up. Donc classiquement, on s'est rencontrés, on avait un réseau commun avec son patron à Curie, qui s'appelle Sébastien Amigorena, qui effectivement nous a mis en relation. Et on a appris à se connaître et à élaborer un certain nombre de rêves sur qu'est-ce qu'on souhaiterait atteindre dans l'idéal et comment on verrait les choses pour finalement après revenir à un assemblage d'approches dans le domaine comme vous l'avez précisé, de l'immunothérapie. Donc l'immunothérapie, ça commence à être quelque chose qui est connu, qui est bien maîtrisé, qui vise essentiellement en termes d'approche à réactiver le système immunitaire du patient pour qu'il puisse utiliser son propre système pour se défendre face à des pathologies, essentiellement dans le domaine du cancer. On peut l'étendre effectivement à d'autres pathologies, dont les pathologies auto-immunes. Donc, si on en revient finalement à l'immunothérapie et les cancers, la grande révolution, c'est toutes les approches finalement qu'on appelle immune checkpoint pour réactiver la partie effecteur du système immunitaire. Et là, les progrès ont été absolument phénoménaux. C'est une vraie révolution chez les patients et qui permet d'ouvrir finalement le champ de l'immunologie au sens large. Et quand on parle d'immunologie, on parle bien sûr du bras effecteur, c'est-à-dire le bras armé qui vise à attaquer les agressions extérieures. Mais de l'autre côté, il y a un bras qu'on appelle régulateur ou suppresseur qui vient effectivement encadrer ce bras effecteur. Un peu comme si je faisais l'analogie d'une voiture de course avec un accélérateur très puissant et un frein tout aussi puissant. Et c'est comment jouer sur la pédale d'accélérateur et la pédale de frein pour finalement, au moment opportun, pouvoir lancer la machine ou au contraire l'arrêter avant qu'elle aille dans le décor. Donc, sur cette partie effectrice, il y a les anti-PD1 notamment qui sont sur le marché. Sur la partie régulatrice et suppressive, finalement, on n'est pas aussi avancé. Et il y a énormément d'efforts qui sont déployés par l'industrie pharmaceutique dans ce contexte-là. On a un premier médicament sur le marché à l'heure actuelle qui est l'anti-CTLA4, l'ipilimumab, qui est commercialisé par BMS, dont l'efficacité repose en partie sur effectivement la déplétion de ces fameuses cellules T régulatrices. Et derrière, ça ouvre effectivement beaucoup d'espoir sur finalement comment aller essayer de contrer pour optimiser les traitements pro-effecteurs, justement en arrêtant ou en diminuant la partie régulatrice ou en neutralisant la partie suppressive. Et finalement, la manière de cibler les choses, c'est d'aller cibler les populations immunitaires qui sont massivement utilisées par ces systèmes de répression. Et parmi elles, il y a effectivement les cellules T régulatrices. Donc, une manière classiquement d'aller cibler une population immune, c'est finalement soit d'attaquer avec des anticorps pour pouvoir aller désarmer les cellules cibles, soit finalement attaquer la biologie en tant que telle de la cible en perturbant cette biologie pour atteindre un dysfonctionnement souhaité. Donc, si on repositionne l'objet dans le contexte des cellules régulatrices, là, finalement, il y a des approches anticorps qui sont très prometteuses. Donc, si on benchmark un petit peu, il y avait l'acquisition de Tusk il y a 2 ans, qui était une jeune biotech qui avait des anticorps anti-Treg qui a été racheté par Roche. Jolie opération, 70 millions au stade préclinique. Et si on regarde le champ de la biologie et des perturbations biologiques des Treg, donc ça, c'est toutes les approches de l'IL-2, qui est finalement une cytokine, le carburant nécessaire des Treg
pour fonctionner. Et là, il y a eu une acquisition emblématique du nouveau patron de Sanofi en décembre dernier, avec l'acquisition de Synthorix, une boîte californienne, pour un peu plus de 2 milliards de dollars. Donc la grosse valence scientifique de Curie et d'Eliane dans ce contexte-là, c'était la maîtrise sur le pan des Treg, que ce soit sur ces marqueurs pour déployer des anticorps ou modifier finalement la biologie au travers de ces modifications de l'IL2. Donc, je parlais d'une science très très solide, c'est les cellules T régulatrices, l'IL2, c'est de nombreuses années, il y a beaucoup de papiers. Curie a fait des très très beaux papiers, notamment un Nature Communication qui vient d'être publié sur ces travaux-là. Donc, il faut pouvoir capitaliser sur cette mécanique ou ces mécanistiques en termes de pathway qui sont clairement validés, tout en apportant, et ça c'est, je pense, aussi un élément clé dans l'élaboration d'une startup, des éléments différenciants. Et si on regarde, j'ai cité Tusk, j'ai cité Synthorix, finalement, c'est assez amusant de voir toute la compétition, et il y en a de nombreux acteurs derrière, on pense à Nectar notamment sur l'IL2P delay. Finalement, tous les gens, ils essayent de dévoyer les mécanismes biologiques des Treg pour essayer de réactiver la partie effectrice. Et personne à l'heure actuelle est allé explorer la possibilité de venir perturber la biologie des Treg en particulier. Et c'est là où nous, on a l'ambition d'apporter notre contribution et de se positionner avec des actifs qui sont early stage, bien sûr, mais qui visent à répondre à cette problématique pour aller perturber la biologie des Treg. Et en venant perturber la biologie des Treg, on va finalement laisser la place aux bras armés, aux bras effecteurs du système immunitaire pour aller contrer la tumeur. Donc il y a à la fois une synergie en termes de biologie qui apportera une complémentarité en termes de traitement in fine, puisqu'on parle bien sûr de positionnement clinique dans le futur. Très bien, merci pour cette belle explication. On va parler de Takeda parce que c'est quand même important. Takeda Venture qui arrive en France. Alors ça s'est pas fait en un seul jour. Hein. Vous avez effectivement, il y a eu un tour, Takeda Tour en France à un moment donné. Ça vaut le coup d'expliquer un peu leur démarche parce que c'est pas commun déjà et c'est intéressant de voir comment le contact s'est fait de cette manière-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Bien sûr, et avec plaisir, parce que je pense que c'est moins important de pouvoir connaître et maîtriser l'environnement et les évolutions de l'environnement, plus que à un moment donné, les chemins se croiseront forcément avec l'industrie pharmaceutique. Donc, il faut pouvoir construire ou en tout cas anticiper cette croisée des chemins et cet alignement stratégique. Et de voir effectivement un certain nombre d'acteurs, et je pense que l'approche de Takeda est assez remarquable dans sa refonte et dans son ambition de devenir un des tops mondiaux, notamment au travers de l'acquisition, un grand pari de Shire il y a 2 ans maintenant, pour se renforcer et en taille, et en pipeline, et en expertise, et finalement capitaliser sur cette dynamique pour continuer à avancer en prenant des paris toujours plus amont, toujours plus risqués. Et avec finalement la montée en puissance de la division oncologie et notamment d'un Français, un ancien de Sanofi, je pense que ça vaut la peine de souligner, comme quoi on a aussi des profils de très haut niveau. Je ne parle pas du grand patron de Takeda, bien sûr, mais en tout cas le nouveau patron de l'oncologie qui s'appelle Loïc Vincent, qui a insufflé cette dynamique de collaboration externe sur des sujets, encore une fois, très early, très risqués, mais sans doute très prometteurs. Et dans ce contexte-là, ils avaient organisé, effectivement, comme vous venez de le présenter, un tour d'un certain nombre de grands instituts pour prendre contact avec des PI et regarder finalement quels étaient les axes de recherche déployés par ces centres. Et je pense que c'est là aussi où on peut être fier de certains de nos centres, et notamment l'Institut Curie, qui a essayé de se différencier en créant cette plateforme translationnelle avec ce centre d'immunothérapie qui permet d'avoir à proximité directe,
vraiment brancher les patients et le lit des patients avec les paillasses de recherche. Et finalement, au travers de ce flux, de cette proximité, pouvoir travailler sur des échantillons de patients et vraiment évaluer l'impact biologique dans un contexte de physiopathe qui est monitoré en clinique. Et Takeda, au travers de leur tour, a finalement assisté à un certain nombre de présentations à Curie, écouté les travaux d'Eliane sur les Treg et avait effectivement retenu cet axe comme un axe à considérer pour alimenter leur portefeuille. La subtilité finalement qui est arrivée au milieu, c'était, comme je l'ai dit, une tentation d'Eliane de se dire j'ai déjà travaillé avec l'industrie pharmaceutique, j'ai des collaborations avec des grands comme Genentech ou Novartis. Je suis tenté par l'entrepreneuriat ou être associé quelque part à l'entrepreneuriat, en sachant pertinemment quel était son rôle et le besoin effectivement d'avoir un associé rejoindre l'aventure avec un profil complémentaire comme le mien. Et finalement, de mon côté, une envie de recommencer. J'avais cédé à Chimune, j'avais assuré la transition des équipes. Je commençais effectivement à vouloir remonter quelque chose, m'ennuyant un petit peu chez mes repreneurs. Et finalement, d'avoir le déclic de se dire l'association avec un stratégique dès le démarrage permet un certain nombre de choses. On va sans doute reparler tout de suite après des avantages et des inconvénients, en tout cas des points de vigilance du business model, mais c'est quelque chose que j'avais éprouvé chez Hashimune. Et en écoutant Eliane, au travers de ses travaux, en les digérant avec un prisme d'entrepreneur, c'était de se dire, tiens, il y a peut-être une opportunité à sonder au niveau de Takeda de voir si on peut s'aligner sur ce modèle de co-construction. Et c'est là, je dois clairement le rendre, que ce soit à Eliane en termes de personnes physiques et à Curie en termes d'institut, de m'avoir accordé leur confiance en disant OK Luc, maintenant on te laisse les clés et quelque part va tester ton scénario avec eux et de faciliter cette prise directe et d'avoir la chance en face d'avoir des gens chez Takeda qui partageaient la même vision, souhaitaient effectivement apporter leur contribution dans le cadre d'une co-construction avec effectivement un certain nombre on va le voir, de programmes en commun ou de collaboration associée, bien sûr, mais de se dire que leur rôle, c'est aussi de contribuer à l'essor de jeunes startups qui vont permettre de renforcer à la fois le tissu d'acteurs et de ressources déployées dans un domaine qui, encore une fois, est en pleine effervescence, et celui de l'immuno-oncologie. Parfait. Donc, on va venir sur la profondeur même du modèle. D'abord, il y a une partie en dette convertible, 4,6 millions d'euros, et le solde qui est en financement non dilutif de collaboration. Alors ça, c'est intéressant parce que pour une jeune société qui vient tout juste d'être créée, ça donne quand même une certaine sécurité pour lui assurer le minimum du développement. Et ce que vous aviez fait effectivement antérieurement avec Chimune chez Pierre Fabre, je l'ai bien dit, vous le refaites avec Takeda Venture, et ça c'est intéressant de le raconter. Comment ça se répartit, pour vous, quel est le sens de tout ça? Alors le sens de tout ça, c'est déjà être très lucide sur le côté très early stage, très risqué de ces innovations ou de ces programmes potentiels issus de l'académique. Donc, ne pas sous-estimer la quantité de travail qu'il y a à faire, les ressources à mobiliser, les risques d'échec, et du coup, comment anticiper ou préfigurer quelque part un certain nombre d'alternatives pour pouvoir continuer à avancer face à des échecs qu'on risque ou on verra se voir confronté, clairement. Donc, en ayant quelque part un appui de quelqu'un qui a des dizaines et des dizaines d'années d'expérience, éprouvé un certain nombre d'échecs et de réussites dans le domaine du développement de médicaments, apporte effectivement
une balance importante en termes de complémentarité. Je pense que la bonne synergie, elle émane, encore une fois, on en a parlé en termes de profil de personnes qui portent des projets. C'est exactement la même chose pour un programme de développement où on doit associer une science fine très très sophistiquée. Et il est essentiel effectivement que l'académique joue son rôle en apportant cette profonde balance scientifique associée à une véritable expertise de drug développeur. Et c'est en mélangeant ces mondes, à mon sens, et en rajoutant l'aspect translationnel, qu'on se place dans une position au moins privilégiée, pas forcément de réussite, mais privilégiée pour porter finalement ces innovations au chevet des patients dans le cadre de démonstrations cliniques. Donc, le fait de ne pas avoir réinventé la roue, jeune société, et capitaliser finalement sur un acteur établi, à partir du moment, encore une fois, où les chemins et les intérêts sont bien définis et bien alignés au départ, pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée. L'autre valeur ajoutée, bien sûr, en plus de ce catalyseur d'expertise et d'expérience, c'est bien sûr avoir accès à une source de financement, une manne très importante, puisque au vu des montants de collaboration, on parle bien sûr de plusieurs millions, d'avoir accès à une source de financement non dilutif qui est un autre accélérateur pour le déploiement en nous donnant des capacités d'internaliser ou d'intégrer des ressources appropriées pour lever les enjeux. Et le troisième, c'est bien sûr un crédit. Il est clair que, vous l'avez souligné, ce n'est pas des choses qui se font comme ça très rapidement. Il y a des mois d'évaluation, des mois de due diligence intense. Et au travers finalement de ces échanges de diligence, ça nous permet aussi de nous confronter à nos hypothèses et de nous nourrir nos hypothèses. Et quelque part, d'avoir 5-10 personnes avec des profils complètement différents qui viennent de Takeda ouvrir vos livres, scruter en détail ce que vous avez fait pour se faire une idée et vous rendre leur assessment, c'est pas anodin et ça permet effectivement de se muscler et c'est reconnu aussi par la communauté académique au sens large et investisseurs aussi au travers effectivement de cette marque de crédit. Donc pour moi, à partir du moment, encore une fois, et ça peut faire la transition sur la suite de la question, les points de vigilance du modèle, c'est quand on peut, bien sûr, essayer d'activer ce genre de montage. Parfait. Donc nous sommes à 19h23. La séance live interview est terminée, la séquence live interview. Alors j'ai de la chance ce soir, il y a déjà des questions qui sont posées. La première est de Stéphane Van de Nabel qui nous demande si nous connaissons en tant qu'investisseurs stratégiques quelles sont les grandes réussites de Takeda Venture. Je crois qu'ils ont investi dans une dizaine de dossiers en Europe, à peu près. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça? Alors, c'est vrai que je pense que côté TVI, il y a deux phases. Une phase assez classique de voir effectivement une société pharmaceutique vouloir finalement capitaliser sur des revenus additionnels au travers de prises de participation, et ce, de manière complètement déconnectée de la vision stratégique du groupe pharma en tant que tel. Et c'était le positionnement historique qui est avec une communication nippone très bien ficelée et très maîtrisée. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de communication sur des grandes exits qui ont été réalisées dans ce contexte-là. Mais en tout cas, ils ont été effectivement très actifs. Et avec l'évolution des ambitions finalement du groupe, devoir finalement recentrer ce bras armé pour servir la stratégie du groupe et notamment la stratégie en oncologie. Et finalement, la mutation qui s'est opérée, c'est une fusion des équipes, à tel point que maintenant les équipes vont être recentrées à Boston, colocalisées investissement avec les équipes de recherche et développement,
pour finalement utiliser le bras armé et servir la stratégie. Et c'est exactement ce qui a animé le co-montage avec Eglé, où il y a une partie collaborative pour finalement explorer des nouvelles cibles sur les TEREG, et une partie effectivement investissement qui nous permet de nous aider à structurer la société et quelque part avoir déjà un œil sur nos programmes sur l'IA. Bien, autre question, Éric Chabrol, qui nous demande quel est le rôle et le temps accordé par Eliane Piaggio dans la société. Alors, c'est une bonne question et je pense que ça vaut la peine que tout le monde se la pose au moment des premières discussions, de rencontres entre entrepreneurs et scientifiques, parce que assez souvent, encore une fois, c'est le temps à passer par le fondateur scientifique est sous-estimé. Surtout dans cette première phase de réflexion, consolidation finalement des hypothèses et du plan et première interaction avec l'extérieur, que ce soit des pharma ou des partenaires investisseurs. Donc le temps d'Eliane, il a été sans compter pendant les 6 mois. Encore une fois, on a porté ce projet tous les deux. Derrière, il y avait des négociations avec Curie, bien sûr, sur les accords de licence, où elle a joué un rôle clé de facilitation pour effectivement assurer son soutien à la création de la start-up. Donc, je dirais pendant la phase de pré-lancement, c'est quelque chose qu'on peut pas comptabiliser. De part ou d'autre, on vit ce projet-là. Maintenant, les choses sont effectivement plus établies, le financement est assuré pour partie, parce que jamais acquis, bien sûr, jusqu'à la clinique, mais en tout cas, est acquis pour quelques années maintenant au travers de cet accord avec Takeda. Donc, on a mis en place le processus classique de commission de déontologie, de signature d'un concours scientifique, une convention de concours scientifique, qui permet légalement à Eliane d'allouer jusqu'à, je crois, 20% de son temps, c'est-à-dire une journée par semaine, au sein de la société. Maintenant, encore une fois, pour l'avoir vécu 2 fois déjà, donc c'est la 3e, quand vous vous lancez dans ce genre d'aventure, vous ne pouvez pas être comptable et vous ne pouvez pas encadrer les choses aussi simplement. On vit avec, on dort avec. C'est effectivement. Bien. Je connais, on vit avec, on dort avec aussi, mais ça doit être ailleurs. Y a-t-il des droits qui ont été pris, qui ont été déjà pris par Takeda, demande Stéphane Van Den Abel? Alors, bien sûr, on a commencé à communiquer un peu sur les montants. Les montants sont importants. À partir du moment où il y a ce genre de commitment par une pharma, derrière, il y a un certain nombre d'attentes. Donc, pour répondre directement à la question, oui, il y a 3 options qui ont été conférées à Takeda à la sortie de la collaboration. Et c'est là où finalement, je peux peut-être revenir sur les points de vigilance du modèle, parce que si vous montez une société avec finalement un nombre d'actifs très réduit ou un flagship qui tire l'histoire et qui est quelque part préempté par votre partenaire stratégique, quelque part, c'est une réussite, bien sûr, de convaincre ces partenaires-là. Il faut se poser la question, quelle est la source de création de valeur qui reste en interne, pour éviter effectivement que ce soit quelque chose de trop captif et qui empêche à la société de pouvoir se déployer, et proposer à des partenaires investisseurs de rejoindre l'aventure pour porter effectivement les déploiements en interne. Et c'est là où c'est aussi la beauté du montage d'Eglé, ou la chance aussi d'association de plusieurs séries d'actifs. Donc à la fois un côté plateforme de découverte de nouvelles cibles des TEREG, encore une fois dérivé du patient, puisque
on travaille à Curie dans un contexte purement translationnel qui permet de déployer cette technologie, plutôt de plateforme, pour identifier un certain nombre de cibles, un certain nombre qu'on va conférer à Takeda, d'autres qu'on va conserver en interne, et d'avoir nos programmes plus avancés avec nos candidats variants IL-2 qui, eux, n'ont aucun lien attaché avec Takeda. Bien, et la question qui coule de source et que pose Thierry Huet dans la foulée, est-ce que vous avez la place de fait, une possibilité pour un autre partenariat industriel? C'est effectivement un très bon réflexe et la réponse est oui. Encore une fois, on a la chance d'avoir un panel d'actifs qui le permet. Et sur un plan purement de corporate développement, je pense que ça fait du sens de continuer à dérisquer le futur chemin de valeur en associant un minima un autre partenaire stratégique. Alors, pas forcément avec une composante investissement. Là, on en avait besoin vraiment pour co-développer, co-structurer la société en plus de la collaboration sur les TEREG. Mais stratégiquement, oui, ça fait du sens d'avoir un autre partenaire stratégique. Très bien. Donc là, on a épuisé pour le moment les questions des participants, mais il va y en avoir d'autres qui vont arriver certainement. Celle que j'ai à vous poser entre-temps, donc ce que vous avez obtenu comme financement, on l'a dit dans la une qui vous a été consacrée sur Biotech Finance, ça vous permet de tenir de 18 à 24 mois et vous allez avoir en cours une prochaine levée de fonds de 20 millions d'euros. Alors peut-être qu'on peut raconter le parcours. Bon, il n'y aura pas de surprise, c'est pas un parcours surprenant pour une biotech, mais racontez-nous ce que vous allez faire entre aujourd'hui et ces 18 mois et les 20 millions d'euros. C'est quand même une somme conséquente pour un tour. Ce sera un tour A, on va dire ça. Ouais. Une somme conséquente pour un tour A. Qu'allez-vous en faire après? C'est effectivement un bon point et bon, le montant des 20 millions, je pense que maintenant il est relativement commun à ce genre de problématiques et pour servir des ambitions qui sont encore une fois très importantes. Notre rêve, c'est d'apporter les premiers traitements anti-TEREG en clinique et ça, il y a beaucoup de monde qui partage ce rêve-là, donc il faut qu'on ait les moyens de nos ambitions. Et pas encore une fois sous-estimer la quantité de travail et le chemin à parcourir. Et je dirais même que dans votre question, il y a un certain phasage entre le déploiement des opérations et la recherche de fonds. Pour moi, au contraire, c'est deux choses qu'il faut, en bon gestionnaire, gérer en parallèle. On dit souvent, et je rejoins facilement l'adage, qui dit qu'il vaut mieux lever de l'argent quand on n'en a pas besoin. Encore une fois, il faut savoir anticiper et préparer le futur. Et c'est des processus qui sont assez longs. Je parle pas en termes de mécanique du deal ou de term sheet investisseur. Pour moi, le succès, c'est de capitaliser encore une fois sur la courbe d'expérience. Au même titre que les associations entre cofondateurs, c'est trouver les bons partenaires financiers aussi, les bons investisseurs. Et quand je dis bon, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste ceux avec lesquels vous partagez une vision commune, vous partagez une méthode de travail commune. Il y a des tempéraments différents, des profils différents, des profils de sociétés de gestion qui sont différents, avec des temps d'investissement, des temps de retour qui peuvent varier, et finalement de pouvoir se dire comment je peux armer au mieux mon vaisseau pour encore une fois servir mon ambition qui est d'être en clinique. Donc si ça passe par effectivement une association plutôt que prévue avec un investisseur pour accélérer les choses ou décaler, là effectivement il y a un certain nombre de flexibilités dont il faut qu'on se ménage. Il est clair qu'il faut atteindre des points d'inflexion pour encore une fois dérisquer et continuer à convaincre les gens dans le potentiel et les convaincre de venir nous épauler.
Donc assez classiquement, on a pour ambition, et comme dans notre plan, dans la première année, de démontrer la première preuve de principe de cette approche unique de désarmer les Treg au travers d'une association anticorps fusionnée avec un variant IL2 qui présente des propriétés antagonistes et à l'heure actuelle pour lequel on est encore une fois unique propriétaire, puisque personne d'autre n'a déployé une telle approche, et commencer à délivrer les premiers work packages, les premiers milestones de Takeda, ne serait-ce que pour confirmer effectivement le crédit qui nous a été alloué, toucher les milestones intermédiaires et arriver à un point d'inflexion où Takeda aura finalement présélectionné les quelques programmes sur lesquels ils auront leurs options et nous, du coup, avoir la marge de manœuvre pour piocher dans le pool, soit pour monter un autre partenariat, soit pour alimenter notre création de valeur. Donc 2 ans, c'est très court pour faire tout ça. On est encore une fois très ambitieux, on a beaucoup de moyens maintenant pour servir nos ambitions. L'enjeu, il est surtout de s'associer avec les bons partenaires et les bonnes personnes au moment opportun pour servir notre chemin. Très bien. Je pense qu'on avait une question de Harry Massoudi, mais ça mérite précision, effectivement. Les 20 millions du prochain tour, les 20 millions ne seront pas apportés forcément par Takeda. Vous allez chercher des venture capitalistes qui vont venir vous accompagner pour les prochaines étapes. Exactement. Donc pour répondre à la question, sur les 20 millions, il y en a 5 qui seront apportés par Takeda Venture et on a pour projet d'aller chercher les 15 à l'extérieur. Très bien, merci pour cette réponse. En attendant d'autres questions, qu'avez-vous appris finalement de H-Immune que vous ne referez surtout pas dans Aiglé? Je dirais que ce que j'ai rajouté dans Aiglé qui n'était pas présent dans H-Immune, c'est la composante investissement. Donc la manière dont j'avais construit Aiglé, c'était effectivement au travers de partenariats stratégiques précoces, Pierre Fabre en premier, et très rapidement derrière, H-Immune, pardon, et très rapidement derrière avec une société nord-américaine qui s'appelle Northern Biologics, qui fait partie du portefeuille d'un VC très très puissant qui s'appelle Versant et qui souhaitait privilégier une stratégie de build-up, donc d'association de sociétés plutôt que d'investir directement dans H-Immune. Et en fait, j'avais sous-estimé la précocité des actifs et la barre à atteindre pour déclencher finalement les prises d'exercice par ses partenaires. Et on s'y retrouve. Donc le lancement était très original et en plus très bénéfique en termes d'argent et de ressources. On l'a déjà dit en termes de montant et d'apport en in-kind, mais ils n'étaient pas suffisants finalement pour franchir la première barrière et atteindre ce point d'inflexion qui aurait déclenché les prises d'options et après aurait réalimenté la pompe d'H-Immune. Donc j'ai pêché un petit peu peut-être par naïveté ou avec trop de rêves et on s'est retrouvé, ou je me suis retrouvé encore une fois puisque on n'avait pas ouvert notre capital, donc on était juste les fondateurs historiques entre eux, un peu au milieu du gué, avec de l'argent en cash, mais pas assez pour finalement atteindre le point d'inflexion et quelque part le questionnement tout à fait légitime de l'extérieur en disant si vos partenaires n'ont pas levé l'option, pourquoi nous on viendrait prendre ce risque-là. Alors encore une fois, on évolue dans un monde qui est ultra compétitif, où chacun essaie de se différencier et il y a de nombreux acteurs qui effectivement souhaitent prendre des risques aussi pour pouvoir se différencier et souhaitent déployer ou font le pari de stratégies originales comme d'acquisition de build-up, on en parlait, ce qui était le cas d'Iphibio Therapeutics,
qui voyaient clairement entre leur portefeuille et le portefeuille d'Achimine, que ce soit la plateforme technologique Anticor ou notre programme sur la Galectine 9, de véritables synergies et qui sont allés plus vite que tout le monde, en doublant les investisseurs qui se posent effectivement un certain nombre de questions par rapport à l'absence de prise d'option de nos partenaires et qui ont vu clairement, eux, finalement, cette source de synergie entre les deux sociétés et qui ont finalement déclenché une acquisition pour, encore une fois, l'accélération de l'ensemble des programmes. Donc, pour encore une fois, se donner une marge de manœuvre importante, pouvoir absorber les aléas, en étant de plus en plus lucide sur les choses qu'il y a à faire et la nécessité de s'associer avec les bonnes personnes. J'ai souhaité cette fois-ci incorporer cette dimension en equity qui finalement correspondait avec l'alignement stratégique de Takeda. Donc, encore une fois, quand les éléments sont alignés, les choses sont clairement facilitées. Bien, et il est 19h41. Je m'entends bien en écho. Il est donc 19h41. Oh, peut-être l'ultime question quand même sur les cofondateurs. Vous avez aussi l'Institut Curie qui est dans les cofondateurs. Est-ce que c'est pas complexe d'avoir à gérer un cofondateur qui est à la fois propriétaire de l'API et investisseur dans la société? Ce sera ma dernière question. C'est une très bonne question et effectivement c'est complexe et c'est notamment complexe par le fait que le côté schizophrénique de ces instituts émane du fait que assez souvent ils ont un mandat de valorisation et de représentation d'autres co-tutelles académiques. Et c'est là où finalement on parle d'alignement, on parle de partage de vision. Et c'est au travers d'explications, je pense, sur finalement quel est l'impact d'une clause d'un contrat sur l'aspect collaboration ou licence ou sur l'aspect equity. Donc de vraiment mettre les choses sur la table dans un exercice de traduction de ces termes qui sont souvent juridico-juridiques dans un langage opérationnel. Et finalement, quel est l'impact de cette clause-là sur la possibilité de la société de se déployer, une éventuelle préemption, un éventuel préjudice causé à un moment X ou Y, et à ce moment-là, de mettre un petit peu les gens devant leur choix, en disant qu'est-ce que vous souhaitez privilégier. Votre modèle, et on l'entend bien, c'est un modèle qui est très éprouvé aux États-Unis de prise de participation pour pouvoir sortir à un moment et bénéficier d'une source de financement pour refinancer les travaux en interne. Et Dieu sait si on a besoin de sources de financement de la recherche en France. C'est un beau schéma. Maintenant, ce schéma, il a un prix. Et ce prix, effectivement, il est au travers d'un certain nombre d'aménagements de clauses du contrat de licence. Donc, malheureusement, en France, c'est un degré de sophistication qui n'est pas très, très répandu. Et je pense qu'au fur et à mesure, les entrepreneurs sont de plus en plus chevronnés, de plus en plus expérimentés. Les gens en face, bien obligés de tenir compte de l'évolution du paysage et une professionnalisation aussi des équipes académiques pour arriver, in fine, à quelque chose d'équilibré. Bien. La petite dernière de Stéphane Van den Abel, entre un académique et un japonais, il a dû falloir de la patience et de la pédagogie, qui plus est avec un modèle inhabituel. Alors juste la petite précision, c'est que c'était un peu facilité parce que nos interlocuteurs de chez Takeda sont basés à Boston et ne sont pas des Japonais. Donc je pense que ça nous a enlevé un degré de complexité. Et après, pédagogie, patience, je dirais surtout motivation et passion. Quand on a envie de faire ça, je pense qu'on est capable de déployer de l'énergie, on est capable de déployer des trésors de conviction pour le coup. Et pour que, in fine, les choses puissent fonctionner, il faut un alignement. Donc
Donc, si les choses se sont faites, c'est aussi parce que les bonnes personnes étaient d'accord pour se retrouver autour de la table, même si, bien sûr, on a eu des débats et des discussions. Mais il y avait une volonté mutuelle, que ce soit côté Takeda ou que ce soit avec Curie, de nous épauler, d'épauler ma vision pour rendre possible ce schéma tout à fait original. Donc ça, je pense que c'est aussi une leçon de pas forcément s'essouffler avec des gens qui ont des visions différentes, orthogonales, encore une fois sans jugement de valeur, et focaliser ses efforts, parce qu'encore une fois, on est tout seul à porter ça à T0, dans un schéma où au moins on peut capitaliser et on bénéficie de cette volonté commune d'avancer. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Il est 19h45, on a un peu dépassé, même 46, on a un peu dépassé le temps, mais c'était vraiment passionnant. Merci Luc pour ce passage sur notre conférence. Alors, comme d'habitude, je vais citer les deux conférenciers à suivre. Alors, demain, nous avons le patron de Bonne Thérapeutique, qui est Miguel Forte. Alors, Bonne Thérapeutique, tout le monde connaît l'histoire, hein, c'est de la régénérescence osseuse. C'est une société qui avait été fondée à l'époque par Enrico Bastianelli, qui est reparti dans une autre société qui est vers Aix-en-Provence, mais qui fait à peu près la même chose, et qui a eu à un moment donné un passage vraiment compliqué juste avant l'arrivée de Miguel Forte, puisqu'elle était quasiment à 3 mois de cash et elle ne levait pas d'argent. Donc, elle a réussi à convertir tout ça et maintenant elle est repartie. Donc, elle est cotée en bourse, évidemment. Ensuite, nous aurons, ça c'est pour demain soir à 19h, et jeudi soir, ce sera Philippe Verberne, qui est lui le patron de Alzprotec, donc système nerveux central, Alzheimer, avec la complexité que ça suppose dans ce domaine-là, les pistes thérapeutiques qui sont pas forcément très soutenues par le gouvernement français, d'après ce que j'ai cru comprendre dans le système de remboursement. Voilà. Donc, merci encore à tous d'avoir été avec nous. Merci Luc, et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.